qui a été vraiment humilié hier par Alali, mais également on parle du Tepe Mazembe qui a perdu hier 0 contre 1 face à l'équipe de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 4e journée de la phase de poule. En tout cas, ces deux clubs congolais n'ont pas leur destin en main. On attend les derniers matchs, pas d'erreur pour l'AS V-Club qui jusque-là est relégué à la 3e place, tout comme également à Tepe Mazembe. On va parler du football parce que les interclubs sont au niveau de la phase de poule en attendant les quarts de finale. Déjà, je vais vous rappeler que Daring Club Motema Pembe qui jouait la CD a été éliminé. Non seulement Daring Club Motema Pembe, tout comme Maniema Union également. Au niveau de la politique, la pression, mais aussi la tension. Le Premier ministre semble donner l'image de quelqu'un qui est écartelé entre la donne de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale avec les quotas des députés, mais également sur la question de la solidarité nationale. Est-ce qu'il s'agit là d'un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement qui doit tenir compte des sensibilités à l'Assemblée nationale? Les ténors de ces deux thèses ne s'accordent toujours pas. Il y a ceux qui pensent que si on tient compte de la solidarité, le gouvernement risque de ne pas être investi au nom de la solidarité. Il faut plutôt prendre la donne du quota au niveau de l'Assemblée nationale. Alors tous ceux qui viennent avec ce discours, c'est pour changer quelle politique? Pendant que le gouvernement, tout comme la classe politique, donne l'image de ceux-là qui viennent d'abattre un gibier et c'est les partage les morceaux, c'est le peuple qui souffre. Avec cette image de la ville de Kinshasa défigurée dans une certaine commune hier, dégâts humains très importants. On parle des 4 personnes décédées, les jeunes d'une même famille. Au niveau du dégât matériel, il est également très important avec cet affaissement du sol dans une bande réservée aux piétons à l'entrée, je crois, du pont jeté sur la rivière Ndjuli. Vivement la question des urbanistes, tout comme les architectes, se pose après cette pluie. La ville s'est retrouvée hier les pieds dans les eaux. Merci de votre fidélité et bienvenue. Qu'est-ce que voici d'abord les invités? Guy Chungu, il est à sa première participation à ces magazines anciens de Télé 50. Il est maintenant journaliste, présentateur. Vous suivez ces différents magazines au travers différentes chaînes de télévision et radiodiffusion. Guy, bonjour et bienvenue. Merci, Serge Kabongo. Je crois vous avoir brièvement présenté. Oui, je pense que l'essentiel est dit. On est là, on est journaliste, en même temps on est observateur. On essaie de suivre un tout petit peu de près ce qui s'est fait, y apporter plus de précision, mais également quelques analyses sur ce qui devrait être fait. Comment vous voyez la marche du pays après l'alternance? Il y a tellement de choses à dire. Je me dis qu'on s'enlise un tout petit peu. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté une volonté de vouloir changer les choses. Mais il doit quand même se faire entourer de personnes qui doivent nécessairement accompagner cette volonté. Et à ces sujets, il y a tellement, au regard de ce scénario que nous vivons depuis un temps, vous avez vu que le politique a même du mal à s'accorder. On a comme l'impression qu'on n'a pas la chance d'avoir des hommes d'État dans ce pays. Il n'est pas question de mettre la population au centre de l'action du président, de la vision du président. Ici, on a en face de nous de ventriloques qui privilègent d'abord leur intérêt personnel. Et ça pousse à réfléchir. Très bien. J'ai retenu les mots. Le verbe, c'est s'enliser. C'est ce que vous avez dit. Merci à vous, bienvenue à vous. Il vous arrive de temps en temps de suivre kiosque. J'aimerais rappeler que vous êtes de ma promotion. Je suis de votre promotion. On a commencé la première année graduée à l'IFASIC. La même année, on a terminé à la même année. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur un même plateau. Merci beaucoup. Surtout lorsqu'on est accompagné de ces brillants et intelligents journalistes qui vont co-débattre avec nous sur ce plateau. Je pense que le débat sera à la hauteur. Bien, merci. Une anecdote pour le téléspectateur, moi aussi,
pour les auditeurs qui nous suivent à travers la radio, hein. Nous, à notre promotion, je crois en 2006-2007, à l'IFASIC, on appelait Guichou Messier l'abbé, parce qu'il portait toujours ses verres, il était calme, il était comme vraiment un abbé, et je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les amis de la 32e promotion de l'IFASIC. Clin d'œil à vous, ceux qui sont devenus enseignants, beau vent à vous, et nous qui sommes devenus journalistes. Merci à vous et merci à toute l'IFASIC. Mike Gardidiana, lui, il n'a pas fait l'IFASIC, lui, il a fait les difficultés catholiques. C'est pas les difficultés, les facultés catholiques. Nous, de l'IFASIC, on appelle ça ainsi. Gardi, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Toujours un plaisir. Très content de retrouver Guy Chungu. Oui. Je crois qu'avec Guy Chungu, c'est vrai que nous, on les a trouvés à Télé 50. On a partagé quand même 4 ans et 6 mois de travail. Et généralement, on a beaucoup travaillé ensemble avec lui. C'est toujours un plaisir de les retrouver parce qu'après un moment, je crus qu'il était monté au front. Il est passé par beaucoup de combats. Je crois que c'est un battant et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de le C'est un combatif, hein? Très combatif, ça c'est sûr. Au-delà de dire que c'est un homme de coups, je ferme la parenthèse. Très bien. Alors avec vous, on va aborder la C1, la Coupe, la Ligue des champions africaine. Mauvais sort, je ne sais pas moi, pour les deux clubs congolais restés en lice dans cette compétition. V-Club pratiquement passé à côté de la plaque, 3-0, humilié devant femmes, enfants et peuple congolais. Mazembe et les Corbeaux n'ont pas eu le temps de s'envoler face à l'équipe de l'actuel patron de la Confédération africaine de football, 0 contre 1. Ils n'ont plus leur destin en main, comme je le disais. Ça c'est sûr, ils n'ont plus leur destin en main, mais je crois que du côté Mazembe, l'explication est claire. Cette équipe-là, après toute une épopée au niveau africain, je crois que c'est une équipe en phase de construction. Au-delà de Trésor Boutou qui était sur le terrain, le reste, ce sont de jeunes joueurs. Le temps que c'était que Sylvain Gou aussi, hein. Oui, bon, c'était pas Sylvain Gou, au bois, c'était un nouveau, j'ai oublié le nom. Donc, je crois que le temps que c'est-à-dire la mayonnaise essaye de prendre dans cette équipe, c'est-à-dire le temps de créer cette homogénéité au niveau de l'équipe. Mais du côté des clubs, je crois encore une fois de plus que c'est peut-être un problème d'ordre tactique. Cette équipe-là qui a fait une très belle prestation en Égypte, la dernière fois pour tenir en échec cette équipe, il faut signaler l'équipe la plus titrée de l'Afrique, mais venir prendre un score lourd comme ça au stade de Martyr, moi j'ai finalement pas compris. Pour une fois, je soutenu les clubs, mais voilà, c'est le football, parfois on déchante. Mais j'espère que peut-être pour les années à venir, il faudra prendre les choses au sérieux. Allez, on va terminer le plateau pour aborder rapidement les premiers thèmes de cette émission avec Pugérard Elinga, Pugérard aussi de l'IFASIC. Excusez-moi, j'ai fait quand même la pub de nos universités. Vous avez l'IFASIC, vous avez les facultés catholiques. Je ne sais pas moi. Un truc de famille finalement. Ah oui, il n'y a pas encore un journaliste de Bel Campus. À l'UNIKIL quand même, il y en a assez. Bon, on attend ces confrères de Bel Campus qui ont fait aussi le journalisme et la com pour nous. Puis bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, hein. Merci. Un hommage mérité à votre grand frère, d'abord un politique, Henri Thomas Lokondo, rapidement. Bon, écoutez, Henri Thomas Lokondo, c'est quelqu'un qui était d'une essentialité réelle par rapport à moi. Vous savez, nous avons été proches de lui. Et en regardant les images hier, j'ai vu Lokondo dans le cercueil. Je suis inconsolable à travers mes larmes parce que je me dis que vaut encore cette vie humaine au-delà de tous les efforts, de toutes les richesses, de tous les conforts, de la pauvreté, calamité, mais on finit dans une caisse comme ça. Et surtout que si parfois on réfléchit comme humain et que l'origine de la mort ne soit surtout pas naturelle, là ça laisse à penser. Donc je suis peiné, mais écoutez, on s'incline devant sa mémoire tout en remerciant Dieu qui a voulu qu'il ne soit pas avec nous. Merci. Mais s'il faut que je place un mot, comme si vous le permettez, Serge, je rends ici hommage également à Karine Bébé qui est derrière 3 caméras, c'est le mois de mars, vous savez. Donc les femmes doivent aussi petit à petit intégrer les domaines qui sont réputés comme étant les domaines masculins. Et là, à travers Karine, toutes les femmes, toutes les camérawomen qui font ce travail-là, générique de l'émission, je l'ai toujours dit, je suis le pionnier pour que ces génériques changent. Il y a des visages tels que des Kimbouta, des gens qui sont là, qui ne peuvent même pas figurer dans ces génériques. Ce sont des gens qui rappellent la souffrance des Congolais, qui rappellent la misère des Congolais. Les Tibala, les Kimbouta, vraiment vite, il faut les enlever dans ces Merci beaucoup, Pugérard Elinga, des intempéries sur la ville de Kinshasa, une capitale déconfigurée dans une certaine partie, mais également des écoulements de murs ici, affaissement des sols là-bas, Pugérard. Le bilan, en termes humains, il est très important. Kiosque présente les condoléances au nom de l'entreprise. 4 morts. En termes matériels également, il est très important. Belle illustration avec cet affaissement du sol du côté du pont jeté sur la rivière Ndjili.
Vous savez, nous parlons, j'ai suivi, comment il s'appelle, Charles Mutamuntu, quelque chose de comme ça, les porte-parole du gouvernement provincial en train de revenir sur ce bilan-là. Moi-même, hier, en allant vers le métier, j'ai essayé de prendre quelques séquences que je filmais, mais c'est vraiment une désolation qui ne dit pas son nom. Et cette situation est comme ça avec nous à Kinshasa, ça fait belle lirette, ça fait des années que nous assistons à une période de pluie où les vies humaines partent comme ça, il y a des dégâts matériels, mais je me pose la question, que font nos dirigeants, les responsables de la ville et ceux qui sont au niveau national? Parce que la question de l'urbanisation de la ville de Kinshasa, vous avez reçu Fiston Ilang ici, oui. On ne cesse de revenir sur ça. Et aujourd'hui, on doit également se poser la question, comment s'organise ce corps des urbanistes, comment s'organise ce corps important des architectes de la République démocratique du Congo. D'autant plus que chez eux là-bas, il y a encore des désordres au niveau de l'ONA, mais il faut rappeler que les architectes ont un rôle très important. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir dans le fond de cette question. Mais on s'incline devant la mémoire de cette famille. Nous sommes sur le plateau ici, mais perdre 4 enfants dans une même famille, je crois quand même que c'est pénible. Et on doit penser à ce qu'on puisse revoir comment est-ce que la ville de Kinshasa est construite. S'il faut la construire autrement, s'il faut voir cette ville autrement, ça devient plus qu'une nécessité parce que ça commence déjà. Et imaginez-vous s'il y a 3 séries de pluies comme ça qui se suivent, ça va être vraiment de la catastrophe. Très bien. Du Soumou, on m'a dit que tout est parti d'une crevasse. Du côté du pont, j'étais sur la rivière Njili, du côté des Massines à Petro-Congo. La crevasse a cédé. Et qu'il y a les eaux de ruissellement qui ont créé une sorte de tête d'érosion et finalement même les garde-fous qui est à côté, qui servent de passage pour les piétons, a cédé. Mais à suivre, on sait que PD, les gens n'ont pas vu ça venir. Hein. Bon, on doit le dire que c'est une souffrance de plus, une souffrance de trop pour la RDC, Kinshasa particulièrement sa capitale. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à charger le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais il y a également, moi je dirais, il y a une part de responsabilité partagée. Il y a également la part des responsabilités de la population. Mais quand il faut rentrer dans les responsabilités du gouvernement, vous allez constater avec moi que nous avons des entreprises qui sont censées suivre de près pour éviter le dégât. Nous avons l'OVD qui doit en principe être à pied d'œuvre. Nous avons aussi dans la ville de Kinshasa des quartiers ou des communes qui doivent en principe être ratissés, démolis. Puisque je n'ai rien contre la commune de Lingwala, mais vous verrez, il y a des endroits de quartiers dans cette commune de Lingwala. En regardant, vous vous dites, mais écoutez, plus on évolue, plus les gens sont en train de se victimiser eux-mêmes. Il y a aussi, en termes de responsabilité partagée, la qualité de travaux qui se font. On a eu les Chinois ici qui ont essayé de donner le meilleur d'eux pour assurer un tout petit peu une stabilité en termes de grands travaux. Il y a la CGT qui s'est également investie. Mais quelle est la durée de ce travaux? Aujourd'hui, on est plus là pour constater les dégâts en aval. Mais en amont, qu'est-ce qui est fait? C'est ça la grande question. Mon frère Pi a évoqué une question majeure de l'ordre des architectes au Congo. Est-ce que ces gens sont associés à tout le travaux qui s'est fait? Et ils sont divisés entre Fiyundo Domoni, les conseils d'État qui vous prennent des ordonnances, personne ne veut exécuter. C'est un problème, cette impasse-là ne profite pas à la ville de Kinshasa, ne profite pas à la RDC. Pourquoi ne pas mettre une sorte d'abécédaire qui réunit un tout petit peu tout le problème lié aux travaux dans la ville de Kinshasa? Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Est-ce que vous savez que Kinshasa, c'est une ville à sens unique? Tout le monde se réveille le matin pour aller au centre-ville et c'est tout le monde qui rentre le soir dans sa maison, vers sa maison. C'est déjà un problème. Il faut qu'on arrive à décentraliser les activités. Il faut qu'on arrive à construire de nouvelles villes puisque les gens sont en train de se superposer à travers les constructions. On va parler de constructions anarchiques, les lotissements. L'État donne à n'importe qui et n'importe comment l'autorisation de bâtir. Ça ne se fait pas. Hier, je suivais une émission de Nzuzi Wambombo qui parlait de lotissement à l'époque du feu Marichard. C'était la commune de la Gombe qui s'occupait un peu de tous ces lotissements au niveau de au moins 4 ou 5 communes. Il y avait des préalables en amont. Il fallait descendre des gens, des experts sur le terrain pour
donner de l'expertise, pour faire une sorte de prospection de terrain. Ça ne se fait plus. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous négociez avec une autorité, puisque c'est votre cousin, c'est votre frère, je ne sais qui, et vous, facilement, comme par un coup de baguette magique, vous avez une autorisation de bâtir, et vous construisez, construisez sans tenir compte de préalables de construction, sans tenir compte des difficultés, mais également du danger. Et quand ça barde, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça la grande question. Il faut remonter la situation, il faut remonter la mèche. Il faut que notre gouvernement, l'État, soit un tout petit peu responsable. Mais quelque part aussi, Guichou, la ville n'a pas suivi aussi l'évolution démographique de sa population. Hein. La ville est restée ce que les Belges nous ont laissé. Parlons même en termes d'infrastructures. Les eaux de ruissellement que la ville déversait vers les années 60, elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Voilà pourquoi il fallait construire les gros caniveaux. Justement, raison de plus, quand je me permets de citer l'OVD, c'est pour que cette entreprise se mette au travail. Parce que quand on parle de l'office de voirie et drainage, c'est pour justement faire ce travail. Lorsque Pi parle de nouvelles constructions, des nouvelles cités, ça rentre dans cette logique. Il faut à tout prix créer une nouvelle ville. Kinshasa 2, c'est très important. On parle de Kinshasa Bopeto maintenant. Kinshasa Kitoko. Hein? Mike Darly, quelle est la responsabilité de nos urbanistes? Quelle est la responsabilité de nos architectes retrouvés au sein de la, qu'on appelle ça, la société, la SAC, hein, la Société des architectes du Congo, qui s'est muée ou imitée au nom aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont aussi associés quand il faut reconstruire, hein, il faut urbaniser nos villes? Je vous prends 2 quartiers dans la ville de Kinshasa ici. Je prends là où il y avait les sites réservés pour la construction de l'Ifacé qu'on a spolié. Comment ça s'appelle? Les quartiers Beauvon. Regardez comment Beauvon a été construit. Tembe. Prenez un autre quartier, le quartier GB. Comment il a été construit? Est-ce qu'on avait urbanisé? Est-ce qu'on a pris des urbanistes? Mais quand il pleut, vous avez les membres, comment on appelle ça? Les membres inférieurs. Hein? Les membres inférieurs sont dans l'eau. Quelle est la responsabilité? Dimension étatique, c'est à l'État de pouvoir faire le gros travail. Parce que vous parlez de questions de l'urbanisation et autres. Au niveau de chaque service approprié, notamment l'aménagement du territoire et les services d'habitat, il y a tout un tas de corps de métier. C'est-à-dire que c'est à ces niveaux-là. Est-ce que quand on nomme un ministre de l'aménagement du territoire, on tient compte de cette expertise-là aussi? Bon, Serge Kabongo. Le ministre des Affaires foncières, est-ce qu'on tient compte d'expertise, par exemple, des architectes? La réponse, certainement, est non. Parce que la plupart qui arrivent, c'est généralement dans le grand problème qu'on a ici. Mais pourquoi on nomme toujours des ministres de la Santé un médecin? Bon, je crois que faudra... C'est l'exception qui confirme la règle. Faudra évoluer parce que je crois encore là, vous m'amènerez dans un autre terrain, c'est-à-dire la valorisation des métiers. Aujourd'hui, encore quand vous regardez la population congolaise, il y a un nombre de métiers qui sont valorisés, les autres, on a tendance à reléguer au second plan. Sur cette question-là, c'est comme je disais, la grande responsabilité au niveau de l'État, parce que vous parlez, c'est vrai, de ministères qui parfois ont des rôles politiques et d'orientation, mais dans chaque ministère, il y a des agents de carrière. Il y a des secrétariats généraux. Là, il y a des ministères techniques. Il y a exactement, c'est-à-dire la dimension technique repose à ces stades-là. Mais cependant, ces gens-là souffrent d'un problème j'ai envie de dire, des ordres mal donnés au niveau de ministères. Mais revenons sur la question de l'urbanisme de Kinshasa. C'est vrai, la notion de l'urbanisation est une question progressive. C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous venez poser une question très pertinente. Il y a croissance en termes démographiques, c'est-à-dire l'octroi d'autorisation de bâtir, comment on distribue les concessions, ça s'est fait progressivement. Kinshasa n'a pas ce problème. Kinshasa a un problème d'expertise en matière de construction et aussi le respect strict de principes en termes de construction et de... C'est-à-dire c'est l'État qui est défaillant. C'est l'État qui est défaillant. N'allons pas chercher. Parce que normalement, l'État doit aussi... Autant on nous impose aujourd'hui une politique économique, dans cette notion de la politique économique, dans cette valeur marchande, il y a la notion avant-gardiste, et il y a également cette politique en termes d'urbanisation, parce que quand on parle de questions sociales congolais, c'est une question majeure et prioritaire. Les gens ont tendance à croire que quand on parle du social, il faut aller chercher à manger, mais également mettre le Congolais dans des contextes favorables, dans des contextes de vie exemplaires. C'est ça tout le sens. Je crois qu'il ne faudra pas, je ne sais pas, j'ai 4 mois, on trouve que c'est normal, 4 personnes d'une même famille peuvent mourir comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je crois que les catastrophes, ça arrive.
Mais le malheur, c'est que quand une catastrophe arrive et qu'on se rend compte qu'il y a eu des faiblesses techniques, c'est là où ça pose problème. Quand on regarde le contexte dans lequel les enfants sont, même au niveau de la famille, c'est-à-dire la manière dont on a construit, la manière dont l'espace a été loti, on se rend finalement compte qu'il y a des problèmes techniques. Et ça, le premier et le grand responsable s'appelle l'État. C'est pas en termes de politique, en termes de gouvernance, dans différents secteurs. Regardez simplement ce qui se passe au pays. Personne n'en parle. Ils sont tous préoccupés par les partages de gâteaux. Il y a l'éléphant qu'on vient d'abattre. Il faut maintenant que chacun coupe son morceau. Ouais, Serge Kabongo, la question c'est qui va en parler, parce que dans la mesure où on est l'État, c'est-à-dire la politique de gouvernance est en berne. On est en train d'évoluer avec des institutions manquantes. Or, le pouvoir exécutif, généralement, c'est l'âme même de l'action de l'État. Quand il n'y a pas de pouvoir exécutif, maintenant la question c'est que même le ministère des Affaires sociales, qui devrait certainement aller apporter l'assistance à cette famille, en attendant qu'on trouve d'autres mécanismes, ne peut pas agir dans la mesure où le gouvernement n'existe pas, d'où l'importance, parce que quand on a évoqué la notion quand il était dans la possibilité d'agir, est-ce qu'il a agi, ces ministères? Non. Faudrait pas que ça soit considéré comme une excuse aujourd'hui. En fait, non, la question n'est pas là. Permettez-moi de chuter. Oui. La question est que quand il avait la possibilité d'agir, avait-il agi? Oui. Si vous me ramenez sur ces terrains-là, je vous dirai plus d'une fois, ces ministères est allé même à l'intérieur pour assister des gens dans des différentes situations compliquées. Je ne crois pas qu'ici on est dans la dimension personnelle des gens. On est dans la dimension étatique. La notion de la continuité de l'État veut qu'il n'y ait pas de temps mort dans l'action du gouvernement. C'est ça le grand problème. Excusez-moi de vous redonner la parole, Guy. Puis vous allez terminer avec la responsabilité des architectes, mais aussi des urbanistes. Est-ce que l'état d'immondice que Kinshasa déversait il y a 30 ans, c'est ce même état d'immondice aujourd'hui. Alors, qui aura servi cette histoire de Kinshasa Bopeto, parce qu'on vous dit aujourd'hui que les ponts là risquent de céder. Mais si les ponts cèdent, à côté vous avez la régie des eaux, qui desservent une bonne partie de la ville de Kinshasa en desserte en eau, ça va poser justement un problème. Ben également, la partie de Tchangou risque de rester un peu comme la capitale sera divisée, d'où l'importance de construire une nouvelle route, comme on a vu les députés Ogi Kalonji a plaidé, la route Terre Jaune, qui part vers l'Ancélé, jusque, je ne sais pas moi... vers l'aéroport, jusqu'à Rigini. Ouais. En fait, moi, je voudrais compléter ce que vous venez de dire, monsieur Kabongo Serge. Aujourd'hui, il se pose un problème. Il ne faut même pas parler de Kinshasa Bopeto, c'est un vain mot. Ça n'existe pas. Une vaste escroquerie, alors. C'est un éléphant blanc. Ils ont osé de nous vendre du vent. Si on va dans le contenu, vous remarquerez, faites le tour. On n'évalue pas. Maintenant, ça fait un an que le gouvernement a lancé. On a élagué en termes de... La seule fois où on a su faire quelque chose, c'était avec l'Union européenne. Ah oui. Parce qu'on a essayé de gérer un tout petit peu les immondices dans cette ville. Mais après, ils ont osé sans pour autant avoir de l'expertise. C'était prématuré. Ce n'était pas le moment pour l'hôtel. Il fallait pas faire décapiter le président de la République. Ça c'était, je dirais, c'était une sorte de consommation pour le public. Je suis capable de le faire. Avec quelle expertise, avec quels moyens, c'est déjà un problème. Attendez, les FONER fait quoi finalement? Les FONER n'a pas la responsabilité de suivre les ponts et autres infrastructures que le pays construit. Par exemple, les ponts là, l'autorité urbaine qui est les bourgmestres ou la bourgmestre, ne pouvait même pas se rendre compte. Le FONER n'a pas pour mission de construire. Le FONER, c'est comme une banque. Le FONER finance l'entretien de routes, voilà. Mais des routes préalablement réhabilitées. Ce ne sont pas des nouvelles routes qui doivent en principe bénéficier de cette générosité du FONER. Mais le problème n'est pas à ce niveau. La garde, il a dit, il faut remonter la mèche. Le problème, c'est qu'il faut le chercher plus loin dans le chef de nos dirigeants. Quand on va à l'hôtel des villes, on voit ce qui est mis sur la table comme volonté de l'autorité de la ville. Vous comprendrez qu'on est beaucoup plus dans une sorte de scénario. Et rien de concret ne s'est fait. Regardez, aujourd'hui, j'ai lu un journal en venant qui dit 20 communes sur 24 ont connu des problèmes d'eau après cette pluie qui s'est abattue sur la capitale Kinshasa. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, ils vont peut-être se bomber le torse pour dire qu'on va réhabiliter dans une semaine, comme Jantini Ngobila l'a dit, le gouverneur. Mais pour quelle qualité de l'ouvrage, quelle qualité du travail? Merci beaucoup, vous avez pris de bon temps d'antenne. Voilà. Puis c'est la responsabilité des uns et des autres, parce que nous allons prendre les deuxième et dernier termes de l'émission pour se séparer. Je suis quand même ahurie que ces problèmes se posent aujourd'hui pendant que vous sentez
vraiment la guerre des positionnements, que ce soit à l'ONA. On nous dit toujours que nous débattons des questions politiques, nous mettons de côté des questions sociales qui touchent à la vie des Quinoises et des Quinois, la vie des Congolais. Ça brûle à l'ONA et heureusement ou malheureusement, ça tombe au moment où la ville est submergée. Écoutez, je vais faire un peu mien les propos de Guichou, qui est en train de rappeler à Gardi que la responsabilité peut bien sûr être étatique, mais cette responsabilité étatique, au-delà du principe de la continuité de l'État, elle est incarnée par les individus. Donc, parce que ces gens-là, ils ne dirigent pas les animaux. Ils dirigent des personnes, des citoyens que nous sommes. Alors, ils ne sont pas là au nom de leur famille, ils sont là au nom des Congolais. Et par exemple, ici, où a passé Mbikaï? Parce que c'est lui, jusque-là, le gouvernement n'est pas encore parti. En tout cas, on n'a pas encore un nouveau... Non, il n'y a pas de conseil des ministres. Le gouvernement est réduit à un conseil technique. Tant mieux. Mbikaï, c'est lui le ministre de cette histoire, si c'est de solidarité, quelque chose de comme ça. Non, il est où? Il est maintenant dans les fonds 2023. Son problème, c'est le prof Moussoungaï qui lui pose problème pour revenir au gouvernement. Son problème, c'est Baït. Donc c'est important que je fasse cette mise au point parce que ces gens-là nous dirigent, nous, et on doit citer leur nom. Très bien. Maintenant, écoute, ça tombe à pic, la guerre qui se passe au niveau de l'ONA. Vous avez dit que cette société des architectes du Congo, la SAC, qui s'est muée en ordre sur les efforts des architectes du Congo, qui avaient quand même saisi Oubé Minako à l'époque pour que l'ONA voie les jours aujourd'hui. Mais ce qui se passe là-bas, comme journalistes, nous sommes aussi intéressés et ça laisse quand même à désirer. Aujourd'hui, dans toutes les sociétés du monde sérieuses, dans tous les pays sérieux, Serge Kabongo, ce sont des sociétés savantes qui accompagnent l'action du gouvernement. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui pensent par rapport aux questions qui concernent la santé des gens, les constructions anarchiques que nous déplorons ici avec Chungu et Gardi. C'est la responsabilité scientifique des architectes du Congo. Mais à leur niveau, il y a un désordre qui ne dit pas aussi les noms, et je pense que ou soit le président de la République ou des institutions attitrées puissent un peu regarder là-dessus, avec ce que Fiyou Ndondobon est en train de faire. Il a été élu de la manière dont nous connaissons, tout a été boutiqué par leur président de la commission électorale, qui a fait en sorte qu'on a tout compris que les choses s'étaient déjà arrangées en amont pour qu'il soit président. Dans la contestation la plus pure, vous avez un monsieur qui est, si c'est le PCA de l'AMP qui a été mis dans cet endroit-là sans ordonnance, mais les désordres s'installent et ils se sont amenés au niveau des instances judiciaires. Le Conseil d'État prend une décision pour faire des suspensions par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas, mais M. Fiyou Ndondoboni, qui est contesté par la plupart de ses confrères architectes, est en train de se pavaner librement dans les médias pour dire ce qu'il est en train de dire, alors qu'il sait bien qu'il a été élu frauduleusement. Voilà cette question qui doit d'abord être réglée au niveau des architectes, parce que je ne veux pas faire tout l'historique de ce qui s'est passé pendant ces élections ici, mais nous pensons quand même qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre au Congo. Non, on ne peut pas penser comme ça parce qu'ils ont aussi, je le disais, une sorte de responsabilité. La société civile aujourd'hui, je vais partir par cet exemple-là. Pour terminer par là. Oui, pour terminer par là. Est-ce que, comment on peut imaginer Fiyou Ndondoboni, qui est président d'un parti politique aligné en plus, qui quitte la société politique pour aller se faire élire président d'une corporation, d'un ordre professionnel qui fait partie de la société civile. Ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, l'INPC se réunit et c'est Daniel Safou, Eliezer ou Christelle qui viennent se porter candidat dans un tel ou tel autre poste. Chez nous, ça ne marche pas. Autant que ça ne marche pas chez les architectes, parce que Fiyou, qui est président d'un parti politique, a eu à faire tout ce qu'il a fait pour se faire élire de la manière dont nous savons, et il est en train d'influencer. Voilà pourquoi l'ONA pose de sérieux problèmes aujourd'hui, pendant que voilà, il y a des responsabilités énormes qu'ils peuvent participer pour l'avancement du pays. C'est pourquoi, au-delà de l'arrêt qui a été rendu, au-delà de la décision qui a été prise par le Conseil d'État, ce monsieur de Fiyou doit subir la rigueur de la loi. En principe, on doit l'arrêter pour le désordre qu'il est en train de semer à l'ONA, parce que ça ne va pas continuer comme ça. Au lieu de penser pays, il pense au positionnement, parce qu'on n'a pas été élu ici, on n'a pas
été nommé là-bas et on croit que c'est dans la société civile, dans l'ordre des architectes qu'on viendrait mettre tous ces désordres. Allez, on va appeler cette responsabilité et que vite les décisions de la justice soient exécutées sur ces messieurs-là. Merci beaucoup. Puis les gars, c'est vrai, c'est bien dommage. On va prendre le gouvernement qui s'est fait attendre. Ça tombe aussi à un autre thème, mais on ne va pas les développer aujourd'hui. Cette guerre, la bataille autour du jeu de la francophonie, je crois le 9e jeu de la francophonie. Hein. On dit il faut donner ces projets aux urbanistes. Non, il faut donner ces projets aux architectes. Mais quel site choisir? Il faut aller à la FICIN. Mais non, la FICIN relève du ministère du Commerce. Il faut aller là où il y a le stade des Martyrs. Il faut aller. Les fonds ont été alloués, cher IGF. Vous devez aussi ouvrir l'œil et les bons sur les fonds alloués au 9e jeu de la francophonie. Il y a toute une magouille qui s'organise là-bas et je pense que ça ne peut pas aider à ce que la République puisse avancer. C'est bien dommage. On va terminer. C'est bien dommage que l'ONA qui nous avait donné l'espoir de pouvoir récupérer un peu tous ces brebis galaises au sein de l'ONA, mais que ça nous donne cette image aujourd'hui. C'est bien dommage. C'est un peu la même image que nous avons de notre gouvernement. Guy Chungou, vous l'avez dit, ça s'enlise. Finalement, il y a des ténors de deux donnes. D'abord, les premiers qui disent qu'il faut tenir compte des poids politiques, c'est-à-dire un ministre a raison de 8 députés. Et d'autres disent qu'il faut tenir aussi compte de la solidarité parce que l'Assemblée qui est là, elle n'est pas vraiment représentative et que certains n'ont pas été bien élus. Et maintenant, le Premier ministre, je me demande, est-ce que lui aussi n'est pas en train d'attendre le gouvernement comme nous? Au fait, moi j'aimerais répercuter un peu la désolation de M. Pi, qui déplore la façon de faire. Ça s'est vu même dans le gouvernement. Ce qu'il a dit pour les architectes, ça s'est vu aussi dans le gouvernement. Les gens ne veulent pas faire de concessions au profit de la population. Aujourd'hui, si vous remarquez avec moi, suivez mon regard, tous ces défilés qui se font dans la ville, c'est parce que ces gens savent que nous ne recherchons pas le bien du Congolais, nous recherchons l'intérêt personnel. Si aujourd'hui nous devons réfléchir à haute voix, se mettre à dénoncer certaines choses, vous verrez que la plupart de ces ministres ces potentiels ministres qui se bousculent pour un ministère ne le font que pour l'argent, soit pour gagner, je ne sais pas quoi. Pas pour résoudre des problèmes sociaux. Surtout, allons plus loin. Moi, je me suis toujours dit, tous les gouvernements qui reposent sur les alliances sont des gouvernements faibles. Puisqu'on ne tient pas compte de la méritocratie. C'est le favoritisme. Ce sont les recommandations. C'est parce qu'on doit satisfaire tel ou tel autre parti qu'on est obligé de composer. Est-ce que vous avez des propositions à faire? En ce moment, oui, il y en a bien sûr. En ce moment, si le Congo n'a pas besoin des gens qui viendront apprendre à la tête des ministères. Non. Nous avons des technocrates. Vous avez vu ce qu'a été le gouvernement démissionnaire de Ilunga Ilukamba. Jugez avec vos propres mots. Quels ont été ces ministres compétents dans ce gouvernement Ilukamba? Quelle a été la structure de ce gouvernement? Sur quoi étaient reposés les accords de ce gouvernement? Où sont partis les technocrates? Aujourd'hui, moi, je me dis, c'est bien beau d'avoir un gouvernement, mais quel gouvernement pour répondre aux préoccupations de la population? Ce n'est pas n'importe lequel. Dans un pays où tout est priorité. Il faut d'abord, premièrement, j'ai ramené un cocktail de propositions, je vais résumer. Premièrement, il faut un gouvernement avec la réduction de la taille du gouvernement. Ça, c'est du déjà entendu. On peut, je le dis quand même. Mais à l'IDP, il y a 82 candidats pour le 8 postes. On ne sera pas, s'il faut toujours tenir compte des intérêts des partis, chacun dans son camp, on ne pourra pas résoudre le problème des propositions. Donc, ici, je veux dire qu'on peut les fusionner. Ça, c'est une première proposition. On n'a pas besoin d'avoir 1000 ou 10 000 ministères pour répondre aux besoins de tel ou tel autre parti, UDPS ou FCC ou je ne sais qui. Nous devons plutôt chercher à résoudre le problème des Congolais. Il faut réviser l'ordonnance numéro 19/082 portant fixation de la rémunération et des avantages des membres du cabinet du président de la République. Pour permettre à ce gouvernement d'avoir l'argent, suffisamment d'argent, pour mettre en musique donc c'est un autre gouvernement bis qui ne dit pas son nom au niveau de la présidence. Parce que les conseillers principaux, vous avez les collèges de conseillers
il représente presque un autre gouvernement. Il y a un pléthore au niveau de la présidence, on doit le reconnaître. Je n'ai rien contre ce qui s'est fait au niveau de la présidence, mais on doit quand même le dire qu'il y a un pléthore. Imaginez l'ancienne présentation du cabinet, non plutôt de la direction de communication. Il y avait combien de directeurs de communication? On pouvait le mettre ensemble. C'est le budget de l'État chargé il est directeur de la communication, directeur de la presse. Mais finalement, on est dans quoi? C'est de l'argent de l'État puisque toutes ces directions ont besoin de vivre. Il y a moyen de réduire tout ceci. Il faut abroger le décret numéro 18/058 déterminant les avantages et devoirs reconnus aux anciens membres du gouvernement. Ça, c'est Tibala. Ça, on doit les résoudre. Tous ces anciens membres du gouvernement, on ne peut pas toujours être généreux en leur donnant ce qu'on donne. Multipliez le nombre des anciens gouvernements aujourd'hui. Gouvernement Tibala, combien? Vous avez le gouvernement du Premier ministre démissionnaire. Ah ben oui, s'il faut donner à chacun 1000 $, garantir un titre de voyage, soins de santé chaque année en business class, qu'est-ce que ça donne multiplié par nombre d'anciens gouvernements? Il faut diminuer la rétrocession aux services d'assiettes et aux régies financières. Ah non, là vous aurez des grèves. Non, il faut diminuer, je dis pas suspendre, il faut diminuer. Imaginez que vous avez... Ils sont d'ailleurs en grève, Imaginez que la DGRAD fait par exemple 700 millions, mobilise 700 millions, et qu'il faut rétrocéder 5%. Vous avez 35 millions ou 10%. Vous savez combien ça Merci beaucoup, Dishungu, pour vos rapports. J'aimerais finir. Non, Dishungu. Merci beaucoup. Vous comprenez quand même qu'il y a des choses qui peuvent permettre à ce gouvernement de se faire de l'argent et d'investir, puisqu'on ne pourra jamais résoudre le problème des Congolais, même le problème du social, sans pour autant avoir de l'argent. Merci beaucoup. Péjera et Gardi va pouvoir terminer ses propos. Non, mais moi je pense que Tshisekedi doit comprendre une chose. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce que les confrères viennent de dire? Non. Donc il y a de l'argent qui passe. Totalement d'accord. Très bien. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je crois qu'il fallait plutôt qu'on procède, par exemple, par la méritocratie. Regardez quels sont les membres du gouvernement sortant qui ont bien travaillé à chaque fois qu'on aura un gouvernement et qui peuvent peut-être, au nom de la reconnaissance de la nation, qu'on puisse leur donner quelque chose. Mais au-delà de cet aspect des choses, qui est pauvre parmi tous ces ministres-là? Parmi tous ces anciens chefs de corps et consorts? Parce que j'ai toujours dit que la classe bourgeoise dans notre pays s'épuise au sein de la classe politique. Quand vous regardez aujourd'hui les immeubles, les entreprises, les propriétaires, ce sont des politiciens. Avant qu'ils ne soient députés, ministres ou quoi que ce soit, il n'était rien. Mais dès qu'il accède, tout de suite, il a les immeubles, il a les entreprises, il crée des choses. Là, je suis totalement d'accord. Avec le nombre pléthorique au niveau de la présidence de la République, et moi, je dois le dire, je ne cesse de le dire, Tshisekedi doit réduire le nombre de gens qui l'entourent. Parce qu'il y a même certains qui ne valent même pas la peine d'être là. Et le choix ne doit pas se faire par rapport à la complaisance. Ça, c'est très important. Non, mais il faut récompenser tout le monde, c'est ça. On ne peut pas récompenser tout le monde pour récompenser, finalement. Alors, élevons le débat. Oui. Maintenant, le ministre, est-ce qu'il est écartelé ou pas entre les tenants de poids politique en raison de 8 députés pour un département ministériel, ou bien il devrait tenir compte de la solidarité? Il risque quoi en tenant compte de la solidarité, et il risque quoi en tenant simplement compte des forces représentatives à la Très bien. C'est vrai que notre démocratie est assise sur la démocratie parlementaire, c'est-à-dire sur base de la représentativité des élus au niveau de l'Assemblée nationale. Mais encore faut-il se poser la question, comment sont-ils élus, ces élus-là? Comment sont-ils élus? Nous savons que par rapport à cette assemblée ou surtout cette législature, la plupart c'est des gens que Caleb a pris son stylo pour nommer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris à la tête de Kabila. Vous prenez un Bitakura dans son fils natal là. Vous pensez vraiment que si les élections étaient sérieuses et quelqu'un comme Bitakura et pas Naïkouna, il peut ne pas être élu. Le professeur Bahati dans son Bukavu, Bahati peut ne pas être élu. Il y a des gens qui n'ont pas pris les têtes des gens qui ne plaisaient pas à Kabila, et puis le tout-puissant Caleb a pris son stylo pour nommer. Je vais vous faire une confidence ici. Quelqu'un était déjà rassuré d'être élu, il prend son appel, il prend son téléphone, il appelle Nanga. Nanga dit, je ne suis pour rien, la liste que j'ai publiée là, on l'avait posée sur ma table et moi je ne fais que publier. Il y a même des audios qui ont écouté. Oui. Alors maintenant, revenons à cette question aussi, si vous le permettez, très importante, devant ces deux thèses là.
L'autre thèse de la représentativité, comme je l'ai dit, oui, député, un ministre et tout ça, tant mieux. Mais moi, je pense que le contexte ne s'y prête pas pour l'instant. C'est vrai, il y a eu des députés émotionnels, comme les Élisères se font appeler, qui ont soutenu, appuyé cette action au niveau du Parlement, par le départ d'abord du bureau Mabunda et tout ce qui s'en a suivi. Mais l'idée, le go a été donné par Tshisekedi. Nous sommes aujourd'hui, les estimations nous poussent à dire que nous sommes à près de 100 millions de Congolais. Mais même pas 1% de cette population ne peut pas continuer à être prise en otage par un groupe d'individus qui s'appellerait députés alors que c'est nous qui les avons envoyés occuper ces postes-là. Je crois que Tshisekedi doit être ferme. Il doit sortir du lot. Lui-même a dit que nous avons passé 2 ans de rien. Lui-même a dit que l'accord FCC cache le tenait à l'étau, il était bloqué. Mais maintenant, on ne peut pas continuer avec l'union sacrée avec la même méthode. Et si cette thèse-là n'aboutissait pas, je crois que Tshisekedi doit brandir les menaces de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme ça, on va aller aux élections anticipées. La plupart là-bas, on perd parce qu'ils savent que s'ils revenaient devant le peuple comme ça, vous allez lutter. Et regardez le travail que Kabou est en train de faire maintenant. Vous parliez de 80 personnes. Il fallait expliquer que cette communication était plutôt interne à l'IDPS. C'est-à-dire, non, ils ont 8 postes, mais 80 personnes se présentent pour occuper ces postes. Au moins, pour ne pas vous couper, et au moins on dit la vérité. Ils ont dit la vérité. Au MLC, tout comme ensemble, il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être. Voilà, on a dit la vérité. Voilà. Ensemble, MLC, FDC, il y en a peut-être plus. C'est pourquoi moi j'ai dit au président de la République qui serait, s'il y aura élection en 2023, avec tout mon vœu, je souhaite qu'il y ait les élections, qui sera le seul comptable. Et donc, il ne doit pas se laisser faire par les caprices des parlementaires. Nous ne sommes pas les esclaves des députés. Alors, mais demain, si vous mettez d'écouter les parlementaires, si ça continue, ils sortent de cette Assemblée nationale. Non, est-ce que comme ça qu'on pousse à l'eau, parce que trop c'est trop. Est-ce que le piège aussi, Mike, c'est pas que on veut des réformes demain, parce qu'on dit cette session, elle sera essentiellement une session réforme, comme on dit. Mais si vous commencez déjà à bypasser les députés, mais est-ce que les réformes penseront telles que vous l'aurez voulu? C'est ça, malheureusement. Est-ce que d'abord l'investiture, ça sera une lettre à la poste, et pour en arriver aux différentes réformes? Merci Serge Kamou pour cette question. Je crois que d'ailleurs, je vais répartir dans la question de la doctrine, dans la forme de l'État, c'est un élément essentiel. Mais quand on remet en question la qualité de l'élection d'un député, il ne faudra pas aujourd'hui que cet élément-là, c'est généralement le discours de la Mouka. On ne peut pas construire quelque chose de neuf avec des outres vieux. Or, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette thèse-là est plausible et acceptée? Je crois qu'on mettra la République dans une situation compliquée. Ici, le problème n'est pas dans la question de comment ils ont été élus, parce que si on doit ramener cette question-là, la meilleure des choses, c'est qu'on ne compose pas avec le mal. Le mal est appelé à être banni. Mais si le mal fait maintenant le gros de l'union sacrée. Entre guillemets. C'est ça, je ne suis pas là pour dire c'est le mal ou c'est pas le mal. Vous savez, cette déclaration risque de faire tomber les foi de gens. Je l'ai dit au pluriel. Parce qu'on ne peut pas répartir sur de nouvelles bases quand on se repose quelque chose qu'on considère comme étant mal. Mais les évêques ont dit, on peut faire du bien avec le faux. Il y a une différence entre le faux et le mal. Okay. C'est la différence entre le mal et le problème. Le problème, ça veut dire c'est une difficulté soluble. Alors que le mal, c'est par nature. C'est-à-dire, on bannit le mal, mais on résout un problème. C'est ça la grande différence. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale ou bien c'est là où je voulais en arriver. D'où la pertinence, les appels que j'ai lancés ici, le chef de l'État aurait mieux fait de donner vite un contenu à l'union sacrée. Quand j'ai parlé de la question, c'était justement cette coloration politique. Ici, il y a plusieurs perceptions parmi les acteurs qui viennent dans l'union sacrée. Certains pensent qu'on est dans un gouvernement d'union nationale. Or, dans quel contexte serons-nous dans un gouvernement d'union nationale tant que nous sommes encore dans un ordre constitutionnel bien établi? Si on est dans un gouvernement de coalition ou encore un gouvernement d'union nationale, ça veut dire ici qu'il faut reconnaître même dans le pouvoir du chef de l'État, il y a quand même quelques concessions déjà cédées. C'est-à-dire on est dans un conseil de son cabinet, même de l'union sacrée. Ça veut dire qu'on fragilise un tout petit peu le pouvoir du chef de l'État dans la mesure où on est dans un gouvernement qui tient lieu d'une négociation. C'est pas le cas. Ici on est dans un contexte exceptionnel. C'est pas comme 1 + 4, non hein? Non, c'est pas le cas. On est dans un contexte exceptionnel où, dans la forme, dans la source du pouvoir exécutif qui est le Parlement, il y a eu changement dans l'ordre de la majorité. Ces changements-là ne veulent pas dire
qu'on est dans un contexte, je dis, extra-institutionnel. Ces députés qui ont décidé d'aller à la majorité, ça veut dire qu'ils ont décidé d'adhérer à un projet de société déjà présenté qui a fait qu'il y ait un candidat. Il faut tenir compte de la République. Ça veut dire quand vous allez, vous devez tenir compte de cet élément-là qui a fait que le Congolais a donné son suffrage à Félix Tshisekedi. Maintenant, la question c'est que, cette question vous parle, est-ce qu'il faut aller dans l'idée de pouvoir privilégier l'unité ou encore, je ne sais pas moi, la solidarité, ou il faut respecter? Mais dans ce cas-là, si on est dans un ordre institutionnel bien établi, on doit rentrer dans l'ordre institutionnel. Alors, une question pour terminer, parce qu'il me reste 1 minute 30. Je m'en vais vous donner une. Moi, je reste avec 30 secondes pour désannoncer cette émission. J'ai bien saisi vos différentes interventions. Alors, je me dis que ceux qui n'ont pas de députés à l'Assemblée, qui s'alignent derrière l'UDPS, ils n'ont qu'à négocier avec l'UDPS et que l'UDPS les rapporte de 2 ou 3 ministères. Exactement. Le travail qui devait être fait en amont. Je ne veux pas comprendre. Puisqu'il était en prison, s'il était à liberté, il allait être député. Quelqu'un comme Mouyambo. Mais s'il s'affiche derrière Tshisekedi, il n'ont qu'à aller dans le côté de Tshisekedi. La notion de alliés. Les alliés qui s'affichent derrière Katumbi, ils n'ont qu'à aller voir Katumbi. Derrière Bemba, si Bemba a siège, il n'a qu'à accorder 2 à ses alliés. On aura plus les débats. La réflexion est simple, comme Gardi l'a dit. Ce qui est vrai, nous ne sommes pas ici dans une situation d'un gouvernement d'union nationale. Très bien. Parce que la majorité a été réqualifiée. Mais maintenant, Serge, le salut du peuple doit être la loi suprême, mon Dieu. Je pense que oui. Parce que ce n'est pas au nom de cette logique-là que Tshisekedi doit être pris en otage. Je répète encore la phrase. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est le peuple que nous sommes. Non. Quand je dis Tshisekedi, parce que c'est lui qui nous représente, c'est lui qui a reçu notre expression. Voilà. Et j'aime toujours cette réflexion que je trouve très géniale de Maître Guy Mafuta. Quand il dit que nous sommes venus accompagner la vision de celui pour qui la majorité des Congolais a jeté son révolu. Donc la question est simple. C'est Tshisekedi qui a maintenant. Oui, on a un programme, et ce programme-là, c'est celui qui a été lancé par Tshisekedi derrière cette idée de l'union sacrée. Alors, maintenant, la conscience personnelle des députés doit aussi être là, mon Dieu. Ils doivent comprendre que la souffrance du peuple est là. Merci. Ils ne sont pas des chômeurs. Les Eliezer ne sont pas des chômeurs. Ils sont déjà des députés. Pas de fixation sur mon ami. Pas de fixation sur mon ami. Eliezer, c'est notre député, c'est mon député. Il fait beaucoup de bruit, celui-là. Donc, ils ne sont pas des chômeurs, mais ils veulent encore devenir des membres du gouvernement. Alors que nous savons, les suppléants, c'est votre première femme, député national, le deuxième suppléant, c'est votre maîtresse, le fils, tout ça. Donc, Bango, la famille, non, ça ne peut pas passer comme ça. Si c'est qu'elle va prendre le dessus, et Jean est là. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le gouvernement Zobimara raté, et donc c'est là. Il impose, on lui donne des listes, il nomme les gens qu'il trouve qui peuvent le nommer pour l'accompagner dans sa vision. Même le Premier ministre lui-même fait partie justement des problèmes de ce choix politique. C'est-à-dire la notion de la répartition, c'est pas au Premier ministre, c'est une question du chef de l'État. Je prends 2 éléments. Justement, le premier, c'est celui que vous avez évoqué là. Le Premier ministre n'est pas sorti d'un petit parti. Le Premier ministre n'est pas sorti d'un grand parti à l'Assemblée. Non. Le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée, voilà. Mais pourquoi ne pas poursuivre cette logique? Non, mais les professeurs, c'est la terre seule de la Tshisekedi laisse faire, au moment opportun, il va récupérer son stylo vert. Serge Kabongo, la thèse est justement ça. Le fait que déjà au niveau du chef du gouvernement, qui impulse la grande pensée du gouvernement, le chef d'État a décidé d'aller chercher un technocrate pour des besoins de résultats. Est-ce que Sam n'a pas peur peut-être devant 45 députés du PPRD, lui qui n'a pas une assise politique à l'Assemblée nationale? Non, parce que le salut du Sama, c'est Félix lui-même. Exactement. Ce n'est qu'une partie du pouvoir exécutif. Ça va le compte des maintenant. Le problème, c'est qu'il fait partie de cette exception-là. Dans le gouvernement, comme vous venez de citer Franck Diongo, c'est des gens qui font partie de l'exception où le chef de l'État dit pour le quota ils épaissent. Je vois un exemple. Voilà. Mais le président lui-même. Maintenant, au fond, si les frustrations partent de ces parlements-là, on va bloquer le grand travail des réformes qui est l'essentiel du travail de Sama Lukonde. Très bien. Merci beaucoup à vous. Il faut penser à l'ONA. On va revenir dans le fond. J'aurais aimé que Choulo reste là aussi. Parce que sur la question de sur la question de la rétrocession, quand il estime que le 5% est faible parce qu'il a estimé imaginez que quelqu'un mène 2 millions. La notion de ce pourcentage-là est fixé au niveau des organes techniques. Et c'est considéré d'ailleurs
la rétrocession la plus faible en termes de moyenne en Afrique. Merci Mike Gardi. J'aurais aimé qu'il soit là, on pourrait continuer. On en parlera très Oui, on va prochainement. approfondir la question. Merci madame, monsieur. Cette émission est terminée. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.